grandes gueules, les GG, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, les grandes gueules à la radio et à la télé, tous les jours de 9h à midi, assistez au show des GG. C'est simple comme un coup de fil sur un portable, 06 60 61 00 60, 06 60 61 00 60. Venez demain avec nous, avec Étienne Liebig, Elina Dumont, Zora Habitant et Louis Alliot qui sera dans le grand oral des GG. Les grandes gueules aujourd'hui, Thibault Langsat, chef d'entreprise, Didier Giraud, agriculteur, Marianne Soubré qui est avocate. Des grandes gueules avec lesquelles vous reprenez la parole sur ces sujets qui ont fait l'actualité, qui ont fait société, qui ont fait discuter les grandes gueules. Tout à l'heure au 32-16 à midi moins le quart dans le GG et vous. C'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. Grand oral des GG avec Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes auprès du Premier ministre. Bonjour Madame Schiappa. La chaise, ça va, elle est à bonne hauteur, c'est bon. Je vous laisse la régler si vous avez un petit souci. Non, tout va bien. Quand on est fragile, on ne va pas dans des lieux interdits. Est-ce que Emmanuel Macron devait faire la leçon à cette femme de 73 ans qui se retrouve à l'hôpital après avoir effectivement participé à une manifestation interdite à Nice? Est-ce que c'était bien utile? Alors, il a répondu à une question. On lui a demandé son commentaire sur ce sujet. D'abord, il a adressé un message d'empathie à cette femme et je pense qu'on peut le relayer ici. On lui souhaite toutes et tous qu'elle guérisse et qu'elle soit vite sur pied. Mais je crois que ce qu'a dit le président de la République, c'est un message de bon sens. Je crois que lorsqu'on voit les violences qu'on voit depuis le mois de novembre et particulièrement ces dernières semaines en marge de ces manifestations, effectivement, quand on est dans une situation de fragilité, le bon sens voudrait qu'on n'aille pas dans ces manifestations qui sont des formes de mise en danger potentielle. Je crois que c'est du bon sens qu'a rappelé le président de la République. Il est plus facile pour les policiers de faire reculer une dame de 73 ans qu'un Black Bloc? Je crois que ce n'est pas le sujet, et d'autant plus, il me semble, d'après les premiers éléments, mais je crois que la suite nous le dira, qu'elle n'a pas été en contact direct avec les policiers, mais qu'il s'agissait d'un mouvement de foule. Mais je suis prudente, le reste nous dira si c'était le cas ou pas. Pas d'arrogance de la part du chef de l'État, c'est pas un nouveau petit dérapage. Mais pas du tout, c'est vraiment du bon sens, et je crois qu'on est dans une période où on peut peut-être se dire les choses sincèrement et ne pas chercher toujours la petite bête. Pour vous, c'est compliqué parce que dès que vous tweetez, dès que vous répondez à une interview, derrière, ça crée une polémique. La dernière en date, moi je m'y attendais pas celle-là. J'ai lu une interview hier dans le JDD et vous dites que vous dormez pas beaucoup, parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Et c'est devenu une polémique sur une ministre conseille de ne pas dormir. Oui. Alors d'abord, c'est... Et alors derrière, tous les arguments, ce n'est pas bon pour le cerveau. Oui, voilà, j'ai une petite leçon de sommeil. C'est drôle parce que moi-même, j'ai coécrit un livre qui s'appelle J'arrête de m'épuiser avec justement des analyses avec des experts sur ce sujet. C'est pas un conseil que je donne. Je veux dire, on est dans une époque où on ne peut absolument plus rien dire sur rien. Tout se transforme en conseil. Là, le journaliste m'interroge et je lui réponds, moi je fais pas de sieste ou de grasse matinée parce que j'aime bien être dans l'action. C'est pas forcément bien. D'ailleurs, je dis dans cette interview, j'admire les gens qui sont capables de se poser 3 heures dans une forêt et de regarder les oiseaux parce que moi j'en suis incapable. Je révèle une forme d'incapacité de ma part. C'est pas du tout un conseil que je donne. Et effectivement, je m'interroge. Je parle d'une chanson dans cette interview qui s'appelle Les Insomnies de Barbara. Est-ce que quelqu'un a déjà dit à la chanteuse Barbara, oui, en tant que personnalité publique, vous conseillez de pas dormir, c'est très dangereux, je vais faire un communiqué, etc. Sauf que vous êtes membre du gouvernement et donc que votre parole dépasse simplement votre personne. Mais je dis aussi dans cette interview que je ne bois pas d'alcool, ce n'est pas une leçon que je fais. C'est la prochaine polémique. Mais Madame Schiappa recommande de ne pas boire d'alcool. Je vous laisse ma part, c'est pour ça. C'est pas un conseil, je veux dire, chacun a le droit de vivre sa vie, c'est pas forcément des conseils, je ne veux imposer mon mode de vie à personne. Mais ça va plus loin sur Twitter, puisqu'il y a une phrase aussi qui vous est attribuée, comme quoi vous auriez dit, si on s'en prend au chef de l'État, on conteste finalement le chef de l'État, on est un terroriste. Oui, alors là, on est dans autre chose, parce que la première, c'était vraiment des propos tronqués, sortis de leur contexte et à qui on donne une signification qu'ils n'ont pas. Là, ce que vous rapportez, c'est vraiment ce qu'on appelle de la fake news, c'est de l'intox. C'est-à-dire qu'on a pris une photo de moi sur BFM TV et on a accolé une fausse citation d'une phrase que je n'ai évidemment jamais dite et on l'a fait circuler sur les réseaux sociaux comme si c'était une vraie phrase. Et des sites dits d'information proches de l'extrême droite, de la fachosphère ou un site russe, en l'occurrence Sputnik, reprennent cela comme si c'était une vraie citation, une vraie information. Et les gens voient ça et pensent que c'est vrai. Enfin, tout à fait, je me suis retrouvée dans le top des TT sur Twitter, comme on dit, c'est-à-dire des sujets les plus discutés, avec des gens qui partageaient ça en disant c'est scandaleux, cette phrase, etc. Mais je n'ai jamais dit cette phrase. Et comment on lutte contre ça alors ? C'est extrêmement difficile. La loi sur les fake news, elle va pouvoir nous aider un petit peu à ça, mais pas totalement, parce qu'elle permet juste de mettre au jour le financement
en période de campagne électorale. Moi, je crois que Twitter doit aussi prendre ses responsabilités. Il y a d'un côté des sites d'humour, de parodie, qui sont présentés tels quels et qui sont de l'humour. Et il faut bien sûr qu'ils puissent continuer. Moi, je veux que Laurent Gérard, Nicolas Canteloup et tous les autres puissent continuer. Mais de l'autre côté, il y a les fausses informations reprises au premier degré qui, là, sont dangereuses. Tout le week-end, il y a la vidéo du préfet avec... J'allais y venir. Oui, alors déjà deux choses. La première, c'est que effectivement, vous savez que vous concernant, c'est quand même parti d'un site qui est parodique, qui le dit dans sa bio, le journal de l'Élysée, qui est vraiment un site parodique. Au premier degré, regardez tous les commentaires. Limite, il y a une nouvelle fausse info sur Agnès Buzyn aujourd'hui qui lui fait dire une citation qu'elle n'a jamais dite non plus et c'est repris au premier degré. Oui, mais vous c'est pas drôle en fait. Mais en fait, c'est surtout à mon avis la responsabilité du site russe, parce que c'est RT, je crois, qui a repris vous concernant. Sputnik, la France libre. Donc c'est pas la responsabilité de celui qui parodie, c'est plutôt de celui qui reprend. Mais effectivement, on a eu encore tout ce week-end. Alors là, c'était incroyable. Ça a été cette énorme casquette qu'on a mise en fait, que c'est en plus c'est le complot Illuminati. Non, mais je sais plus qui a fait le truc. C'est Illuminati reptilien, celui qui a fait le montage. Wow. C'est-à-dire, oui, voilà. Rien que le nom, ça fait rêver. Oui, mais c'était parodique et tout le monde après l'a repris en disant, regardez son énorme, enfin la grande casquette qu'il a sur la tête. De ridiculiser, de dire quelque chose. En fait, c'est très bien fait. On se fait avoir quand on voit la vidéo, etc. C'est un problème d'éducation peut-être. Et voilà, mais est-ce que c'est seulement un problème d'éducation? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas un peu taper du poing sur la table et dire stop et pas simplement constater chaque jour que circulent des fake news, que les gens se font manipuler en fait? Bien sûr, mais moi je crois que là, il y a vraiment une responsabilité de Twitter. Et très honnêtement, sur tous ces sujets de responsabilité sociale et sociétale, Twitter n'est vraiment pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'on a d'un côté Facebook qui fait énormément d'efforts pour lutter contre les fake news, mais aussi contre les contenus terroristes, contre le cyberharcèlement, contre les contenus antisémites, homophobes, sexistes. Et de l'autre côté, Twitter qui nous dit sans cesse que ça n'enfreint pas ses conditions d'utilisation. On peut calomnier les gens, on peut faire des photomontages d'eux sur lesquels ils sont représentés dans des positions dégradantes, humiliantes, etc. Ça n'enfreint pas les conditions d'utilisation de Twitter. Donc moi, je rencontre une responsable de Twitter France dans quelques jours et j'entends bien obtenir des réponses de sa part sur ces sujets. Mais enfin, moi, je m'interroge par rapport à tout ça. Moi, qui vis dans un autre monde avec un autre rythme. Il n'y a pas de réseau, donc. Qui est celui de la terre. Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire. Et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas aussi causé votre propre perte par rapport à ça? Enfin, il y a des ministres dont personne ne connaît le nom, qui tweetent jamais. Et du coup qui sont tranquilles quoi dans leur mission. Est-ce qu'à un moment donné toujours, alors je le dis surréagir, mais c'est peut-être pas le bon mot, toujours surréagir à la petite phrase, à la petite déclaration, en faire de la politique politicienne? Est-ce que c'est pas une façon de s'exposer à la fake news, au déchaînement terrible qu'il peut y avoir sur Twitter quoi? Je comprends votre question, mais d'abord moi je crois qu'être ministre c'est aussi porter la parole du gouvernement et parler des politiques publiques qu'on fait. Pourquoi je le fais? C'est pas juste pour le plaisir de, comme vous dites, surréagir ou répondre à la petite phrase. C'est parce qu'on est dans un pays où il y a un taux de non-recours au droit qui est énorme. Ça veut dire qu'il y a énormément de citoyens qui ne connaissent pas les politiques publiques qui sont mises en œuvre par le gouvernement. Et pour moi, c'est une responsabilité de tous les membres du gouvernement d'aller expliquer justement sur les plateaux télé, et merci de m'accueillir aujourd'hui, d'aller expliquer ce que nous pouvons faire. Donc je crois pas que ce soit un sujet. C'est comme si on disait à quelqu'un tu te fais embêter dans le métro, mais tu n'as qu'à pas prendre le métro toute seule la nuit. Je trouve que c'est pas un sujet à mettre en Oui, place. mais vous, Marlène Schiappa... Donc ça fait partie du package, quoi. Se faire insulter à longueur de journée sur Twitter, mais non, évidemment non. Mais là, en l'occurrence, on parle de deux choses sur lesquelles je n'ai pas tweeté. L'interview dans le JDD, c'est pas un tweet, c'est une interview dans le JDD et le journal de l'Élysée. J'ai rien demandé, si vous voulez. Moi, on met ma photo. Parodique, hein, le journal de l'Élysée. On met ma photo sur des fake news et on les fait circuler. Oui, moi, je préférais faire autre chose que répondre à cela. Vous êtes ciblé parce que vous êtes devenu l'une des personnalités médiatiques de ce gouvernement. C'est d'ailleurs pas un reproche, c'est factuel. Si on faisait un sondage sur la notoriété, gouvernement. Je pense que Nathalie Loiseau, qui a quitté le gouvernement, personne ne la connaissait. Et vous, on vous connaît, mais avec une contrepartie, bien sûr. Mais on vous a même reproché d'en faire trop, d'aller chez Cyril Hanouna, d'écrire des livres. Alors que vous êtes ministre, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Plusieurs choses. D'abord, moi, je crois que la mission dont j'ai la responsabilité, l'égalité femmes-hommes, c'est un combat culturel. Et je pense que ce combat culturel, il se gagne par des politiques publiques, mais aussi par la parole publique. Quand je prends la parole, par exemple, pour défendre des femmes qui sont victimes de violences conjugales, mais qu'on vilipende sur les plateaux de télévision, chose qu'on m'a reproché, je parle là de l'affaire Daval, moi, je l'assume parfaitement parce que personne ne le faisait à ce moment-là. Et je pense que c'est ma responsabilité de le faire.
Quand je vais chez Cyril Hanouna, l'idée pour moi, c'est de dire le grand débat, il y a plein de gens qui n'en ont pas entendu parler. Des gens qui écoutent pas forcément les émissions politiques, qui se disent ce truc c'est loin, c'est pas pour moi, c'est compliqué. Et j'ai voulu aller leur dire non, c'est pour vous aussi. Vous n'êtes pas des citoyens de seconde zone, vous avez le droit de vous engager dans la vie politique. Les Gilets jaunes, c'est ça qu'ils nous disent aussi. Ils nous disent aussi, nous, on se sent rejetés de toutes vos histoires là qui se passent à Paris, entre gens bien élevés, etc. On veut être partie prenante de la démocratie. D'ailleurs, c'était un succès. On a eu 1 400 000 téléspectateurs pour l'émission d'Hanouna. C'était un record. Moi, je suis très heureuse d'avoir fait cet atelier du grand débat sur son plateau. Thibault Langsade. Moi, je voudrais revenir quand même sur un point et je suis un peu perturbé quand je vous entends dire je vais aller voir Twitter et j'entends des réponses à mes questions. Dans la globalité, on a quand même un aveu de faiblesse qui est très fort de l'ensemble, on va dire, de nos politiques. En tout cas en Europe, sur une dominance américaine qui est au travers des GAFA et qui nous impose à la fois des systèmes que nous ne voulons pas. Moi, je suis très perturbé quand vous me dites finalement on n'a pas de moyen d'agir parce que Twitter respecte ses conditions générales d'utilisation. Maintenant, il va falloir qu'on aille plus loin. Comment se fait-il que ces comptes anonymes puissent continuer à pulluler, puissent être aussi calomnieux sur l'ensemble des sujets? Comment se fait-il que les algorithmes continuent finalement à orienter et à cibler? Est-ce que c'est léonin? Est-ce que c'est fait exprès? En tout cas, le résultat est là. Et on voit bien qu'on est extrêmement faible. Et donc, je suis perturbé quand un ministre nous dit « J'attends que, finalement, Twitter réponde à mes questions. Quels sont les moyens concrets que vous allez mettre pour faire en sorte que ça puisse être mieux contrôlé? Est-ce qu'on continuera à avoir des comptes anonymes qui s'ouvrent à la minute pour critiquer ou pour faire des fake news qui sont extrêmement dangereuses pour la démocratie ?» Madame Schiappa. Alors, on ne fait pas qu'attendre, on a commencé à agir, mais votre question est très intéressante parce que vous mettez le doigt exactement sur, pour moi, le problème majeur. Vous savez que la France préside le G7 cette année, et dans le cadre de la présidence française du G7, le président a voulu que l'égalité femmes-hommes soit un sujet important. Il a réuni à l'Élysée un conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes avec plusieurs experts. Il est présidé par les deux co-prix Nobel de la paix, Nadia Mourad et Denis Mukwege. Et à cette occasion, Emma Watson, la comédienne qui est membre de ce conseil, a interpellé le président de la République sur ce sujet en lui disant « Maintenant, il faut qu'on se mobilise contre le cyberharcèlement, le cyberbullying, comme on dit, et il faut vraiment qu'on agisse. » Et là, on voit qu'on a une situation particulière, c'est-à-dire que tous les gouvernements du G7 sont en accord. Je suis allée à la Maison-Blanche pour traiter ce sujet, je suis allée au Canada avec mon homologue canadienne. Tous les gouvernements sont d'accord. On n'a pas face à nous un autre gouvernement sur le cyberharcèlement. Quelles sont les pistes que vous voulez mettre en œuvre? On a face à nous les réseaux sociaux. Les pistes. Alors, il y en a plusieurs. La première, c'est une loi que j'ai fait voter, qui a été votée à l'unanimité cet été contre le cyberharcèlement en meute, qui fait que désormais, même si vous ne faites que retweeter ou partager un contenu haineux, antisémite, homophobe, sexiste, etc., vous pouvez être condamné en justice et il y a eu déjà des premières condamnations. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est faire en sorte que les GAFA répondent aux lois de la République, par exemple sur la question de l'impôt. Et là, Bruno Le Maire a mis en place une taxe sur les GAFA, et de façon extrêmement claire, qui fait rentrer les GAFA aussi dans les lois de la République et les oblige à payer l'impôt en France sur le chiffre qui est effectué. Et donc vous allez demander à Twitter complètement. Et la troisième chose, et j'en ai terminé là, c'est une loi qui est portée par la députée Laetitia Avia contre la cyberhaine, qui va obliger Twitter à supprimer les contenus haineux dans un délai très restreint. Ce qui est prévu, c'est d'avoir à peu près 24 heures et d'avoir un bouton clair pour signaler ces contenus et qu'ils soient supprimés immédiatement. Oui, mais concrètement, comment ça s'applique ça? Parce que j'ai écouté ce matin une info, entre autres, Facebook a annoncé qu'ils allaient changer les algorithmes par rapport aux associations qui prônent la non-vaccination, les anti-vaccins, en disant il faut changer les algorithmes pour que quand on tape sur vaccin, on ne tombe pas sur une assoce qui prône la non-vaccination, parce qu'aujourd'hui, à travers les algorithmes, on fait surexister des gens qui ont des positions minoritaires. Ouais, tout à fait. Concrètement, ce matin, quand j'ai écouté l'info, j'ai tapé on tape vaccin, on tombe d'abord sur des associations anti-vaccins et pas sur des scientifiques qui prônent les bienfaits de la vaccination, quoi. Oui, complètement. C'est un véritable sujet également d'Infox, mais moi je voudrais peut-être profiter de votre antenne. Entre des annonces des GAFA et la réalisation concrète et le pouvoir politique qui vérifie qu'il y a une réalisation concrète, il y a quoi dans le milieu? Il se passe quoi? Parce que moi, j'ai le sentiment que ça marche pas. Alors, nous, ça d'abord, c'est une annonce là, donc il y a un début de mise en œuvre, mais je ne suis pas là porte-parole de Facebook. Oui. Mais nous, avec Facebook, on crée des régulateurs. C'est-à-dire que Facebook a accepté d'ouvrir son capot et de mettre des régulateurs de l'État qui font ce travail justement de vérification. Mais je voudrais profiter d'être ici pour promouvoir, par exemple, Quant.
Je ne sais pas si vous connaissez Quant, c'est un moteur de recherche français qui est une alternative à Google, qui est même corse, et qui permet notamment, par exemple, avec Quant Cause. Bantucci, c'est son vrai nom, mais pour, non, c'est Quant. Pour le monde entier, on dit QWANT, et qui permet justement d'avoir accès à cela, y compris de financer des causes et d'avoir une géolocalisation d'associations engagées. C'est une approche complètement différente. Vous restez avec nous, Madame Schiappa, dans un instant, suite du grand oral des GG, et puis on vous demandera pourquoi Christophe Castaner est toujours ministre de l'Intérieur après 19 samedis de manifestation. À tout de suite avec les GG, avec les grandes gueules. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.